La Constitution est le socle d'un État. Mais lorsqu'un pays commence à débattre de la changer, c'est souvent le signe qu'une question plus profonde se pose, celle de l'équilibre du pouvoir. En République démocratique du Congo, ce débat est revenu avec force ces dernières semaines. 20 ans après l'adoption de la Constitution de 2006, certains responsables politiques estiment qu'elle doit évoluer pour répondre aux réalités actuelles du pays. D'autres, au contraire, affirment que la priorité n'est pas de la modifier, mais simplement de la respecter et de l'appliquer. Entre déclarations au sein de la majorité présidentielle, prise des positions au Parlement, réaction de l'opposition et inquiétude de la société civile, une question traverse aujourd'hui le débat. Que signifie réellement cette discussion autour de la Constitution ? S'agit-il d'une réflexion institutionnelle normale dans une démocratie ou d'un débat politique beaucoup plus sensible sur l'avenir du pouvoir et des institutions en République démocratique du Congo? Pour nous aider à comprendre ces enjeux de ces débats, nous recevons sur ce plateau, comme toujours, notre analyste intelligence artificielle. Cocorico va devoir nous éclairer aujourd'hui sur les grandes questions que les Congolais se posent aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Cocorico. Cocorico, bonjour. Bonjour Marius et bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous suivent. Je suis très heureuse d'être avec vous sur ce plateau pour analyser et éclairer ce débat important qui traverse aujourd'hui la scène politique congolaise autour de la Constitution et des discussions sur sa possible révision ou son changement. Alors Cocorico, depuis plusieurs semaines, la question du changement de la révision de la Constitution revient au cœur du débat politique en RDC. Avant d'entrer dans la polémique, est-ce que tu peux nous expliquer clairement, Cocorico, de quoi parle et réellement ce débat aujourd'hui en RDC? Merci Marius. La première chose à dire pour que le public comprenne bien, c'est que le débat actuel en RDC n'est pas encore un débat juridique formel sur un projet précis de nouvelle constitution. Nous sommes plutôt dans un débat politique et intellectuel autour de l'idée de réviser ou de changer la constitution de 2006 qui vient de célébrer ses 20 ans. Concrètement, 3 dynamiques se croisent aujourd'hui. D'abord, une réflexion institutionnelle. Certains responsables politiques, notamment dans la majorité, expliquent qu'aucune constitution n'est éternelle. Leur argument est simple. Après 20 ans d'application, il serait normal d'évaluer ce texte pour voir s'il correspond toujours aux réalités politiques, administratives et sécuritaires du pays. Dans cette logique, la Constitution serait un outil qui peut évoluer avec le temps. Ensuite, il y a une lecture beaucoup plus politique du débat. Une partie de l'opposition et de la société civile soupçonne que derrière la discussion sur la révision constitutionnelle se cache une question beaucoup plus sensible, celle de l'avenir du pouvoir et de la limitation des mandats présidentiels. Dans la mémoire politique congolaise, chaque fois qu'on parle de modifier la Constitution, beaucoup de citoyens se demandent immédiatement si cela pourrait ouvrir la voie à un changement des règles du jeu politique. Enfin, il y a un débat sur la gouvernance elle-même. Plusieurs juristes et acteurs politiques disent « Le problème du Congo n'est peut-être pas la Constitution, mais plutôt la manière dont elle est appliquée. » Autrement dit, avant de modifier le texte, certains estiment qu'il faudrait déjà que les institutions fonctionnent pleinement selon les règles existantes. Donc, si l'on résume simplement pour les téléspectateurs, le débat actuel ne porte pas encore sur un texte précis à modifier. Il porte sur une question plus large. Faut-il adapter la Constitution de 2006 aux réalités d'aujourd'hui, ou bien faut-il d'abord s'assurer qu'elle soit pleinement respectée et appliquée? C'est cette question de fond qui traverse aujourd'hui la scène politique congolaise. Alors, pourquoi ce débat apparaît-il avec autant de force aujourd'hui, précisément au moment où la Constitution de 2006 atteint ses 20 ans? Merci Marius. Il y a en réalité 3 raisons principales qui expliquent pourquoi ce débat surgit avec autant de force, précisément maintenant. La première raison est symbolique et historique. 20 ans pour une constitution, c'est un moment qui pousse naturellement à l'évaluation. Beaucoup d'universitaires, de juristes et d'acteurs politiques
considère qu'après 2 décennies d'application, il est légitime de se poser une question simple. Qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le système institutionnel congolais? C'est ce qui explique les colloques, les tribunes et les discussions académiques organisées autour du 20e anniversaire de la Constitution. La deuxième raison est politique. Nous sommes dans un cycle politique qui mène progressivement vers l'échéance de 2028. Dans tous les systèmes politiques, lorsque la prochaine grande échéance présidentielle commence à se profiler, les débats institutionnels prennent naturellement de l'ampleur. Même si certains acteurs parlent d'une réforme institutionnelle, beaucoup d'observateurs lisent aussi ce débat à travers le prisme de l'avenir du pouvoir et de l'équilibre politique. La troisième raison est structurelle. Depuis 20 ans, plusieurs crises ont mis en lumière les limites du fonctionnement des institutions en RDC. Les tensions entre institutions, les difficultés de gouvernance, les crises électorales ou encore la question de la sécurité dans l'est du pays. Pour certains responsables politiques, ces problèmes montrent que l'architecture institutionnelle mérite d'être repensée. Pour d'autres, au contraire, ces crises démontrent surtout que le problème vient du respect des règles plutôt que du texte lui-même. Donc si ce débat est aussi intense aujourd'hui, c'est parce que le 20e anniversaire agit comme un déclencheur. Mais en réalité, il révèle des questions plus profondes sur la gouvernance, l'équilibre du pouvoir et l'avenir politique du pays. Plusieurs figures de la majorité, notamment André Mbata, affirment qu'aucune constitution n'est éternelle et qu'elle peut évoluer. Est-ce un débat institutionnel normal dans une démocratie? Oui, Marius, dans l'absolu, c'est un débat parfaitement normal dans une démocratie. Aucune constitution dans le monde n'est conçue pour être totalement immuable. Les sociétés évoluent, les institutions évoluent, et il arrive qu'un pays ressente le besoin d'ajuster son architecture institutionnelle. D'ailleurs, beaucoup de grandes démocraties ont révisé leur constitution plusieurs fois au cours de leur histoire. Mais il faut immédiatement ajouter une nuance très importante dans le cas de la RDC. La normalité juridique d'un débat constitutionnel ne signifie pas automatiquement une neutralité politique du débat. En théorie, discuter de l'évolution d'une constitution peut être un exercice institutionnel sain. En pratique, dans beaucoup de pays, ces discussions deviennent aussi des moments où se redéfinissent les équilibres de pouvoir. C'est pour cela que la déclaration d'André Mbata, qui rappelle qu'aucune constitution n'est éternelle, peut être lue de 2 manières différentes. La première lecture est institutionnelle. Après 20 ans, il serait légitime d'examiner si certaines dispositions doivent être adaptées pour améliorer le fonctionnement de l'État, du Parlement, des provinces ou du système électoral. La deuxième lecture est politique, et c'est celle qui domine souvent dans le débat public congolais. Dans l'histoire politique du pays, et même dans plusieurs pays africains, les débats sur la révision constitutionnelle ont parfois été liés à la question du pouvoir, notamment la durée ou les conditions d'exercice des mandats présidentiels. Cela explique pourquoi une partie de l'opinion réagit très vite avec méfiance. Donc la réponse courte est la suivante. Oui, débattre de l'évolution d'une constitution est normal dans une démocratie. Mais en RDC, ce débat est immédiatement chargé d'une dimension politique et historique très forte, ce qui explique pourquoi il devient aussi sensible. Est-ce que tu peux nous parler des dispositions qui, selon toi, en tant qu'analyste et cocorico, qui n'ont pas pu fonctionner depuis les 20 ans que cette constitution existe, par exemple? Merci, Marius. Je vais être très prudente dans la formulation parce qu'il ne faut pas confondre un problème du texte constitutionnel et un problème de mise en œuvre politique. Dans beaucoup de cas en RDC, le texte est relativement clair, mais la pratique institutionnelle a été plus difficile. Cela dit, après presque 20 ans d'application, 3 domaines sont souvent cités par les juristes et les observateurs comme ayant montré des difficultés dans la pratique. Et c'est premièrement la décentralisation et le fonctionnement des provinces. La Constitution de 2006 a voulu construire un État fortement décentralisé avec des provinces dotées d'une autonomie administrative et financière.
Sur le papier, c'était une réforme très ambitieuse. Mais dans la pratique, beaucoup de provinces ont rencontré des difficultés. Dépendance financière vis-à-vis du pouvoir central, tensions entre gouverneurs et assemblées provinciales et parfois instabilité institutionnelle. Donc certains estiment que l'équilibre entre pouvoir central et pouvoir provincial mérite d'être réexaminé. Deuxièmement, la relation entre institutions et majorité politique. La Constitution organise un système semi-présidentiel avec un président de la République et un gouvernement responsable devant le Parlement. En théorie, cela suppose un certain équilibre entre les institutions. Mais dans la pratique congolaise, le poids politique de la présidence est souvent devenu dominant, notamment en raison des majorités parlementaires construites autour du chef de l'État. Certains analystes estiment que cet équilibre institutionnel n'a pas toujours fonctionné comme prévu. Troisièmement, le rôle des institutions d'appui à la démocratie. La Constitution prévoit plusieurs institutions importantes pour l'équilibre démocratique. La Cour constitutionnelle, la Commission électorale, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et d'autres organes de régulation. Dans plusieurs séquences politiques, notamment lors des périodes électorales, ces institutions ont été au centre de controverses. Cela ne signifie pas nécessairement que le problème est dans la Constitution elle-même, mais cela montre que la question de leur indépendance et de leur fonctionnement reste un sujet de débat. Donc, pour résumer simplement pour les téléspectateurs, la Constitution de 2006 a introduit des principes importants: démocratie pluraliste, décentralisation, limitation des mandats, institutions de contrôle. Mais l'expérience des 20 dernières années montre que certaines de ces dispositions ont été difficiles à mettre en œuvre dans la pratique politique et administrative du pays. C'est précisément cette expérience accumulée qui alimente aujourd'hui la réflexion sur l'avenir institutionnel de la RDC. Alors, lorsque le président Félix Tshisekedi évoque lui aussi l'idée il parle de l'évolution possible de la Constitution, faut-il comprendre qu'un chantier constitutionnel pourrait réellement s'ouvrir? Merci Marius. Pour répondre de manière rigoureuse, il faut distinguer ce qui relève du discours politique et ce qui relève du processus constitutionnel réel. Lorsque le président Félix Tshisekedi évoque l'idée que la Constitution pourrait évoluer, cela ne signifie pas automatiquement qu'un chantier constitutionnel formel est déjà engagé. Dans beaucoup de démocraties, les chefs d'État peuvent ouvrir une réflexion politique ou intellectuelle sur les institutions sans que cela se traduise immédiatement par une procédure de révision. Pour qu'un véritable chantier constitutionnel s'ouvre en République démocratique du Congo, il faudrait que l'on entre dans le cadre prévu par la Constitution elle-même. Le texte prévoit une procédure précise. L'initiative peut venir du président de la République, du gouvernement, de chacune des chambres du Parlement ou d'une pétition populaire importante. Ensuite, la révision doit être adoptée soit par référendum, soit par le Parlement réuni en congrès avec une majorité qualifiée. Ce que l'on observe surtout, c'est un débat politique et intellectuel. Des responsables de la majorité évoquent l'idée d'une évolution des institutions, tandis que l'opposition et certains mouvements citoyens s'interrogent sur les intentions réelles derrière ce débat. En d'autres termes, la réflexion existe, les positions politiques s'expriment, mais l'ouverture d'un véritable chantier constitutionnel dépendrait d'une décision institutionnelle claire et d'une procédure formelle prévue par la Constitution. C'est cette distinction entre le débat politique actuel et la procédure constitutionnelle réelle qui est essentielle pour comprendre la situation aujourd'hui. Pourtant, ce débat semble aussi provoquer des tensions à l'intérieur même de la majorité présidentielle. La question constitutionnelle est-elle en train de diviser l'union sacrée autour du président Tshisekedi? Oui, on peut dire que ce débat révèle effectivement des tensions à l'intérieur même de la majorité présidentielle. Mais il faut bien comprendre la nature de ces tensions. L'Union sacrée de la nation est une coalition politique très large. Elle regroupe plusieurs partis, plusieurs sensibilités et plusieurs leaders politiques qui n'ont pas toujours exactement la même lecture des priorités institutionnelles. Dans ce type de coalition,
il est assez normal que des débats apparaissent sur des questions aussi importantes que la Constitution. Ce qui s'est passé récemment illustre précisément cela. La prise de position de Modeste Bahati Lukwebo, qui a estimé que la priorité devait être d'appliquer la Constitution avant de la modifier, a suscité des réactions au sein de la coalition. Certains responsables de la majorité ont considéré que cette position exprimée publiquement pouvait donner l'impression d'une divergence avec la ligne politique autour du président Félix Tshisekedi. Mais il faut rester prudent dans l'analyse. Ce que l'on observe pour l'instant ressemble davantage à un débat interne sur l'opportunité politique du moment qu'à une fracture structurelle de la majorité. Dans les grandes coalitions politiques, surtout lorsqu'elles sont larges comme l'Union sacrée, il arrive souvent que certains sujets, en particulier les questions constitutionnelles, fassent apparaître des nuances de position. Donc la question n'est pas seulement de savoir si la Constitution divise la majorité. La vraie question est plutôt celle-ci. Jusqu'où ce débat interne peut-il aller sans fragiliser la cohésion politique de la coalition au pouvoir? Pour l'instant, ce que l'on voit, c'est un débat qui existe, qui est visible, mais qui reste encore dans le cadre d'une discussion politique interne plutôt que d'une rupture ouverte. La position de Bahati Lukwebo, comme tu l'as dit, qui estime qu'il faut d'abord appliquer la Constitution avant de la modifier, a provoqué beaucoup de réactions politiques. Pourquoi cette déclaration a-t-elle suscité autant de tensions? Merci Marius. La déclaration de Modeste Bahati Lukwebo a suscité autant de réactions pour 3 raisons principales, qui sont à la fois politiques et symboliques. La première raison tient au moment politique du débat. Aujourd'hui, la question de la Constitution est extrêmement sensible dans l'opinion publique. Dès qu'un acteur politique de premier plan prend position sur ce sujet, cela est immédiatement interprété comme un signal politique plus large. Lorsque Bahati Lukwebo dit qu'il faut d'abord appliquer la Constitution avant de la modifier, certains ont compris cette déclaration comme une manière de fermer la porte à un éventuel projet de réforme institutionnelle porté par certains membres de la majorité. La deuxième raison concerne le poids institutionnel de la personne qui parle. Bahati Lukwebo n'est pas un acteur politique marginal. Il est une figure importante de la majorité et occupe une position institutionnelle au Sénat. Dans une coalition comme l'Union sacrée de la nation, lorsque des leaders majeurs expriment publiquement une position sur un sujet aussi stratégique, cela peut être perçu comme un message politique adressé à l'intérieur même de la coalition. La troisième raison est liée au climat de suspicion qui entoure toute discussion sur la Constitution en RDC. Dans l'histoire politique du pays, les débats constitutionnels ont souvent été associés à des questions de pouvoir. Donc, lorsqu'un responsable politique rappelle que la priorité devrait être l'application du texte actuel, certains y voient une position de principe, tandis que d'autres y lisent une prise de distance politique par rapport à certaines dynamiques au sein de la majorité autour du président Félix Tshisekedi. En résumé, ce qui a provoqué les tensions n'est pas seulement la phrase elle-même, c'est le contexte politique, le poids de l'acteur qui parle et la sensibilité du sujet constitutionnel dans la vie politique congolaise. Cette inquiétude apparaît très rapidement pour une raison simple. Elle est profondément liée à l'histoire politique récente de la République démocratique du Congo. Dans le débat politique congolais, le mot glissement n'est pas un concept abstrait. Il renvoie à une mémoire très précise, celle des crises politiques où les règles électorales ou institutionnelles ont été perçues comme modifiées ou contournées pour prolonger l'exercice du pouvoir. Cette expérience a laissé une forte méfiance dans une partie de l'opinion publique et de la classe politique. C'est pour cela que, dès que l'on évoque l'idée de modifier la Constitution, une partie de l'opposition et des mouvements citoyens se pose immédiatement la question suivante. Est-ce une réforme institutionnelle ou une modification des règles du jeu politique? Il faut aussi rappeler que la Constitution congolaise contient certaines dispositions très sensibles, notamment celles qui encadrent la durée et le nombre de mandats présidentiels. Ces dispositions sont considérées par beaucoup d'acteurs politiques
comme des garanties essentielles de l'alternance démocratique. Donc, lorsqu'un débat s'ouvre sur la Constitution, beaucoup craignent que ces équilibres puissent être remis en cause. Enfin, il y a un troisième élément, le climat politique actuel. Le pays traverse des défis sécuritaires importants dans l'Est, et dans ce contexte, certains acteurs estiment que le débat constitutionnel pourrait détourner l'attention des priorités nationales. Cela renforce encore la suspicion. Donc, si cette inquiétude apparaît si vite, ce n'est pas seulement une réaction politique immédiate. C'est le produit d'une mémoire politique, d'une sensibilité institutionnelle et d'un contexte national particulièrement délicat. Alors, Cocorico, dans le débat public en République démocratique du Congo et surtout nous, en tant que profanes du droit, on entend parler de révision, modification ou encore changement des constitutions. Quelle est la grande différence entre ces trois notions? C'est une très bonne question parce que dans le débat public, ces trois mots sont souvent utilisés comme s'ils voulaient dire la même chose, alors qu'en réalité, ils renvoient à des situations juridiques différentes. D'abord, il y a la révision de la Constitution. C'est le terme juridique le plus précis. La révision signifie que l'on modifie certaines dispositions de la Constitution tout en gardant le même texte fondamental et le même régime constitutionnel. Autrement dit, on corrige, on ajuste ou on adapte certains articles, mais la Constitution reste la même. La Constitution congolaise prévoit elle-même cette possibilité et encadre la procédure pour le faire. Modification. Dans le langage courant, modification et révision sont souvent utilisés comme des synonymes. Mais dans un sens plus analytique, on parle de modification pour désigner le changement concret d'un article ou d'une disposition précise. Par exemple, si l'on change une règle sur le fonctionnement des institutions, on modifie un article de la Constitution. La modification est donc en quelque sorte l'acte précis qui résulte d'une révision. Enfin, il y a le changement de constitution. Et là, on est dans une situation beaucoup plus radicale. Changer la constitution signifie remplacer entièrement le texte existant par une nouvelle constitution avec éventuellement une nouvelle architecture institutionnelle, de nouvelles règles et parfois même un nouveau type de régime politique. C'est ce qui se passe généralement après une grande transition politique, une révolution institutionnelle ou un changement profond du système politique. Donc, pour simplifier pour les téléspectateurs, réviser la Constitution, c'est corriger ou adapter certaines règles du texte existant. Modifier, c'est changer concrètement un article ou une disposition dans ce cadre. Changer la Constitution, c'est écrire un nouveau texte fondamental et remplacer complètement celui qui existe. Et c'est précisément pour cela que le débat actuel en RDC est sensible. Parce que selon le mot que l'on utilise, révision, modification ou changement, les implications politiques et institutionnelles ne sont pas du tout les mêmes. La Constitution congolaise prévoit-elle des limites à sa propre révision, notamment sur certaines dispositions fondamentales? Oui, Marius, la Constitution congolaise prévoit effectivement des limites très claires à sa propre révision, et c'est un point central du débat actuel. Dans beaucoup de constitutions modernes, on trouve ce que les juristes appellent des clauses d'intangibilité, c'est-à-dire des dispositions qui ne peuvent pas être modifiées même si l'on engage une procédure de révision constitutionnelle. Dans le cas de la République démocratique du Congo, ces limites existent. La Constitution prévoit que certaines matières fondamentales ne peuvent pas faire l'objet d'une révision. Cela concerne notamment la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, l'indépendance du pouvoir judiciaire et surtout le nombre et la durée des mandats du président de la République. Même si une majorité politique voulait modifier ces éléments, la Constitution actuelle l'interdit explicitement. Ces dispositions ont été introduites en 2006 pour protéger ce que l'on considère comme le cœur du système démocratique congolais, notamment l'alternance au pouvoir. Donc, pour répondre clairement à votre question, oui, la Constitution congolaise peut être révisée sur certains aspects, mais elle fixe aussi des lignes rouges constitutionnelles que la procédure de révision ne peut pas franchir. Et c'est précisément pour cette raison que dans le débat politique actuel,
la question constitutionnelle devient aussi sensible. Parce que toute discussion sur la Constitution amène immédiatement les acteurs politiques et l'opinion publique à se demander si ces limites seront respectées ou non. Alors, certains Congolais pensent que derrière ce débat se cache la question du troisième mandat présidentiel. Est-ce une lecture politique exagérée ou une inquiétude qu'on peut comprendre de la part de la population? Je dirais que ce n'est pas une lecture complètement exagérée, mais ce n'est pas non plus une conclusion automatique. C'est plutôt une inquiétude politique compréhensible dans le contexte congolais. Pourquoi? Parce que dans la mémoire politique du pays, et même dans plusieurs pays africains, les débats sur la Constitution ont parfois été associés à des moments où les règles du jeu politique étaient rediscutées, notamment autour de la question des mandats présidentiels. Donc, lorsque la population entend parler de modification ou de changement de constitution, une partie de l'opinion se demande immédiatement, est-ce que ça pourrait toucher aux règles de l'alternance politique? Maintenant, il faut être très clair sur le plan juridique. La Constitution actuelle contient ce que les juristes appellent une clause d'intangibilité, c'est-à-dire une disposition qui protège certains principes fondamentaux du régime. Parmi ces principes figure la limitation du nombre et de la durée des mandats présidentiels, qui ne peut pas être révisée dans le cadre de la procédure constitutionnelle ordinaire. La Constitution actuelle verrouille cette question. Mais politiquement, l'inquiétude de la population s'explique par le fait que le débat constitutionnel touche toujours à l'équilibre du pouvoir. Dès que l'on ouvre la discussion sur les règles fondamentales du système politique, les citoyens se demandent naturellement quelles pourraient être les conséquences sur l'avenir politique du pays. En résumé, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est une tension entre deux lectures. Une lecture institutionnelle qui parle d'évaluer et éventuellement d'améliorer le fonctionnement des institutions, et une lecture politique, où une partie de la population craint que la discussion constitutionnelle puisse avoir des implications sur la question du pouvoir et des mandats. C'est cette dualité qui explique la sensibilité du débat aujourd'hui en République démocratique du Congo. Mais Cocorico, tu l'as dit tout à l'heure, une constitution peut être changée, mais c'est qui peut prendre l'initiative, cette initiative de changer une constitution ou de la modifier si elle doit être modifiée? D'abord, tu réponds à la première question. Est-ce qu'une constitution peut être changée? C'est quoi la procédure? Est-ce qu'une constitution peut être révisée? C'est quoi la procédure? Et une constitution peut-elle être modifiée? C'est quoi la procédure et qui doit en prendre l'initiative? Pour répondre clairement aux téléspectateurs, il faut distinguer 3 niveaux. La possibilité de changer une constitution, la possibilité de la réviser et la procédure prévue par le texte lui-même. D'abord, oui, une constitution peut évoluer. Dans tous les systèmes constitutionnels, il existe des mécanismes pour adapter les institutions lorsque le pays en ressent le besoin. Mais cette évolution ne peut pas se faire de manière improvisée. Elle doit suivre une procédure précise prévue par la Constitution elle-même. Et en République démocratique du Congo, lorsque l'on parle de révision constitutionnelle, la Constitution de 2006 prévoit clairement qui peut en prendre l'initiative. L'initiative peut venir du président de la République, du gouvernement, de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ou encore d'une pétition populaire réunissant un nombre important de citoyens. Cette initiative lancée, la révision doit suivre une procédure institutionnelle. Le texte doit être examiné par le Parlement et, selon les cas, il peut être adopté soit par référendum, soit par le Parlement réuni en congrès avec une majorité qualifiée. C'est cela que l'on de la Constitution. On change certaines dispositions tout en gardant le même texte fondamental. Maintenant, lorsqu'on parle de changement de constitution, on parle d'une situation plus radicale. Cela signifie que l'on remplace complètement le texte existant par une nouvelle constitution. Dans l'histoire des États, cela arrive généralement lors de grandes transitions politiques. Dans ce cas, le peuple est souvent directement consulté à travers un référendum constitutionnel, parce qu'une constitution tire sa légitimité de la souveraineté populaire. Enfin,
Pour résumer simplement, oui, une constitution peut être révisée et la procédure est prévue dans le texte lui-même. L'initiative peut venir du président, du gouvernement, du Parlement ou du peuple. Et toute modification doit suivre une procédure institutionnelle claire, souvent avec un vote qualifié ou un référendum. Cela montre que la Constitution n'est pas un document figé, mais son évolution est encadrée par des règles strictes. Alors, Cocorico, merci beaucoup pour ces explications. Certains acteurs estiment que ce débat arrive au mauvais moment lorsque le pays fait face à une guerre persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que cette critique est-elle pertinente? Comme politiquement pertinente, même si elle relève davantage d'un jugement d'opportunité politique que d'un argument strictement juridique. Sur le plan juridique, la Constitution n'interdit pas de discuter de sa révision parce qu'il y a une crise sécuritaire. Les institutions peuvent continuer à fonctionner, le Parlement peut débattre et la vie politique peut suivre son cours. Donc en droit pur, le débat constitutionnel peut exister même dans un contexte difficile. Mais sur le plan politique et moral, la question que posent certains acteurs est différente. Ils disent, dans un moment où le pays fait face à une guerre dans l'Est, où des populations sont déplacées, où la sécurité nationale est un défi majeur, les priorités du débat national devraient peut-être se concentrer d'abord sur la stabilisation du pays. Cette critique repose donc sur une idée simple. Dans les périodes de crise nationale, certains estiment que l'unité politique et la mobilisation autour de la sécurité devraient passer avant les grandes réformes institutionnelles. Mais d'autres responsables politiques défendent la position inverse. Ils expliquent que les crises que traverse le pays, qu'elles soient sécuritaires, institutionnelles ou économiques, peuvent justement être l'occasion de réfléchir à l'efficacité du fonctionnement de l'État et des institutions. Donc, au fond, la question posée par cette critique est la suivante. Faut-il d'abord résoudre la crise sécuritaire avant d'ouvrir un débat constitutionnel ou peut-on mener les deux réflexions en même temps? C'est là que se situe le cœur du débat politique aujourd'hui. Alors, je vais demander ton point de vue, Cocorico. Est-ce qu'on peut dire que finalement la RDC souffre d'un problème constitutionnel ou plutôt d'un problème de fonctionnement des institutions? Si je devais répondre de manière honnête et analytique, ce que vous appelez, comme vous dites, le point de vue cocoricois, je dirais que la RDC souffre beaucoup moins d'un problème de constitution que d'un problème de fonctionnement des institutions. Pourquoi? Parce que, sur le papier, la Constitution de 2006 est relativement solide. Elle contient plusieurs principes démocratiques importants. Le pluralisme politique, la séparation des pouvoirs, la décentralisation, la limitation des mandats présidentiels et la reconnaissance de nombreuses libertés publiques. Sur le plan juridique, ce sont des bases institutionnelles sérieuses, mais la difficulté est apparue dans la pratique politique et institutionnelle. Dans plusieurs moments de la vie politique congolaise, on a observé que les institutions fonctionnaient moins selon la logique du texte constitutionnel que selon la logique des rapports de force politiques. Par exemple, l'équilibre entre le Parlement, le gouvernement et la présidence dépend souvent davantage des majorités politiques que du seul cadre juridique. Il y a aussi la question de l'effectivité des institutions de contrôle. La Constitution prévoit des mécanismes importants. La Cour constitutionnelle, les institutions d'appui à la démocratie, les mécanismes de contrôle parlementaire. Mais leur efficacité dépend beaucoup de leur indépendance réelle et de la culture institutionnelle qui les entoure. Donc, si l'on simplifie pour le public, le problème congolais n'est pas nécessairement que les règles soient mauvaises, mais plutôt que les règles ne soient pas toujours appliquées avec la rigueur et la neutralité que suppose un État de droit. Et c'est pour cela que certains juristes disent souvent une phrase très simple. Avant de changer la Constitution, il faut peut-être d'abord apprendre à la faire fonctionner pleinement. Et c'est précisément ce dilemme qui se trouve aujourd'hui au cœur du débat national. 20 ans après son adoption, peut-on dire que la Constitution de 2006 a permis de stabiliser la vie politique en RDC? Merci Marius. La réponse honnête est nuancée.
Et on peut dire que la Constitution de 2006 a apporté une certaine stabilisation institutionnelle, mais on ne peut pas dire qu'elle a complètement stabilisé la vie politique congolaise. D'abord, il faut reconnaître ce que cette Constitution a apporté. Après les années de guerre et la transition politique du début des années 2000, elle a permis d'installer un cadre institutionnel durable, un président élu au suffrage universel, un parlement bicaméral, une justice constitutionnelle, des institutions d'appui à la démocratie et surtout un principe clair d'alternance démocratique. Depuis son adoption, la RDC a connu plusieurs cycles électoraux et des transferts de pouvoir qui se sont faits dans un cadre constitutionnel. Sur ce point, la Constitution a joué un rôle de stabilisation. Mais en même temps, la vie politique congolaise a continué à connaître des tensions importantes, des crises électorales, des contestations politiques, des débats sur les délais constitutionnels et parfois des difficultés dans le fonctionnement normal des institutions. Cela montre que la stabilité politique ne dépend pas seulement du texte constitutionnel, mais aussi de la manière dont les acteurs politiques respectent et appliquent les règles du jeu. Donc, si l'on résume pour les téléspectateurs, la Constitution de 2006 a donné un cadre démocratique relativement solide, mais la stabilité politique du pays dépend toujours beaucoup de la culture institutionnelle, du respect des règles et du comportement des acteurs politiques. C'est pourquoi, 20 ans après, le débat actuel n'est pas seulement juridique. Il est aussi profondément politique et institutionnel. Il porte sur la manière dont la démocratie congolaise doit continuer à évoluer. Alors, Cocorico, si tu devais résumer le débat actuel en une question fondamentale pour le pays, serait-ce faut-il changer la Constitution ou apprendre à mieux la respecter? Si je devais résumer tout ce débat en une seule question fondamentale pour le pays, je dirais que la vraie question n'est peut-être pas d'abord de changer la Constitution, mais de savoir si nous avons pleinement appliqué et respecté celle que nous avons depuis 20 ans. Parce qu'au fond, une Constitution n'est pas seulement un texte juridique. C'est un pacte politique et institutionnel entre les citoyens, les institutions et les dirigeants. Et ce pacte ne fonctionne que si les règles qu'il contient sont respectées par tous les acteurs du système. La Constitution de 2006 a posé plusieurs principes importants. L'état de droit, la séparation des pouvoirs, les libertés fondamentales et l'alternance démocratique. Le défi majeur pour la RDC n'a pas toujours été l'absence de règles, mais plutôt la capacité collective des institutions et des acteurs politiques à faire vivre ces règles dans la pratique. Donc, pour répondre directement à votre question, le débat actuel peut être résumé ainsi. Avant de se demander s'il faut changer la Constitution, il faut peut-être d'abord se demander si nous avons réellement exploité tout le potentiel démocratique de celle que nous avons déjà. Et c'est cette interrogation qui se trouve aujourd'hui au cœur de la réflexion politique en République démocratique du Congo. Alors, Cocorico, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui disent que cette constitution a été rédigée par les étrangers? Si tu rentres dans la genèse de la rédaction de cette constitution, est-ce que tu peux nous confirmer ces allégations? Cette affirmation circule beaucoup dans le débat public, mais lorsqu'on regarde l'histoire réelle de la Constitution 2006, il faut apporter une réponse plus précise et plus équilibrée. Et d'abord, il faut rappeler le contexte. La Constitution actuelle est née après la période des guerres du Congo et de la transition politique de 2003-2006. À cette époque, le pays sortait d'un conflit majeur et plusieurs forces politiques et militaires participaient à un gouvernement de transition. L'objectif était de reconstruire un État et d'organiser des institutions démocratiques stables. La rédaction de la Constitution n'a donc pas été faite par des étrangers seuls. Elle a été élaborée par une commission constitutionnelle congolaise, composée de juristes, de responsables politiques et d'experts nationaux issus des institutions de transition. Le texte a ensuite été discuté et adopté par les institutions de la transition. Ensuite, un point très important,
la Constitution de 2006 a été approuvée par référendum populaire en décembre 2005. Cela signifie que juridiquement et politiquement, c'est le peuple congolais lui-même qui a validé ce texte avant sa promulgation. Vrai qu'il y a eu une influence internationale dans le contexte de l'époque. La communauté internationale, les Nations Unies et plusieurs partenaires extérieurs accompagnaient le processus de sortie de guerre et de transition démocratique. Des modèles constitutionnels étrangers ont pu inspirer certaines dispositions, comme c'est souvent le cas dans de nombreux pays. Mais dire que la Constitution a été écrite par les étrangers est une simplification du débat. La réalité est plutôt la suivante. Le contexte de transition était fortement accompagné par la communauté internationale. Des experts étrangers ont pu apporter des conseils techniques, mais le texte a été élaboré par des institutions congolaises et validé par référendum populaire. Donc, d'un point de vue historique et juridique, la Constitution de 2006 reste un texte qui tire sa légitimité du vote du peuple congolais, même si son élaboration s'est faite dans un contexte international très présent après les guerres du Congo. C'est cette nuance qu'il est important de rappeler pour éclairer le débat. Mais justement, n'est-ce pas là le contexte dans lequel a été écrite cette constitution qui aujourd'hui peut amener à poser des questions sur la nécessité d'écrire une constitution dans les contextes actuels où on ne sort pas forcément d'un état des guerres, où il faut dire influencé notamment par les pays étrangers qui avaient une influence en République démocratique du Congo lors de la rédaction de cette constitution, et que maintenant que l'État a les choses en main, qu'il pense écrire une nouvelle constitution par rapport au contexte actuel? Merci Marius. La question que vous posez est au cœur du débat actuel et elle mérite une réponse calme et rigoureuse. Oui, il est vrai que la Constitution de 2006 a été élaborée dans un contexte très particulier, la sortie de guerre et la transition politique. Le pays sortait de plusieurs années de conflits, les institutions étaient fragiles et il y avait une forte présence internationale pour accompagner la reconstruction de l'État. Dans ce contexte, l'objectif principal de la Constitution était surtout de stabiliser le pays, de reconstruire les institutions et d'organiser des élections démocratiques. Certains acteurs politiques disent aujourd'hui « le Congo de 2026 n'est plus celui de 2006 ». Ils estiment que l'État s'est consolidé, que les institutions ont accumulé de l'expérience et qu'il serait peut-être possible de repenser certaines règles pour qu'elles correspondent davantage aux réalités actuelles du pays. C'est l'argument de ceux qui parlent d'une évolution ou d'une refondation institutionnelle. Mais il faut aussi entendre l'autre position dans le débat. Beaucoup de juristes et d'acteurs politiques rappellent que la Constitution de 2006 n'est pas seulement un produit du contexte de sortie de guerre. Elle est aussi devenue, avec le temps, le cadre de la légitimité démocratique du pays. Elle a permis plusieurs cycles électoraux, une alternance politique et l'installation d'institutions qui structurent aujourd'hui l'État congolais. Donc la vraie question n'est pas seulement de savoir si la Constitution a été écrite dans un contexte particulier. La vraie question est plutôt celle-ci. Est-ce que les défis actuels de la RDC viennent du texte constitutionnel lui-même ou bien de la manière dont les institutions fonctionnent dans la pratique? Parce que dans beaucoup de cas, les difficultés rencontrées par l'État, gouvernance, sécurité, fonctionnement administratif, ne viennent pas nécessairement de la Constitution elle-même, mais plutôt de la capacité des institutions à appliquer les règles existantes. C'est pour cela que le débat est aujourd'hui si sensible. Certains pensent qu'il faut adapter les institutions au contexte actuel, tandis que d'autres estiment que la priorité devrait être de consolider l'état de droit en appliquant pleinement la Constitution que le pays possède déjà. Voilà, merci beaucoup Cocorico pour tous ces éclaircissements par rapport à ce débat sur la Constitution en République démocratique du Congo. C'est toujours un plaisir de t'avoir pour nous éclairer sur certains sujets, surtout des sujets d'actualité en RDC. On espère te retrouver très prochainement dans un autre numéro de cette émission pour
continuer à nous éclairer sur ces grands sujets d'actualité sur lesquels on apprend énormément avec toi. Merci Cocorico. Merci beaucoup, Marius. Il se fut un véritable plaisir d'être avec vous sur ce plateau et de contribuer à éclairer ce débat important pour notre pays. Les questions constitutionnelles touchent toujours au cœur de la démocratie et il est essentiel que ces sujets soient expliqués avec rigueur et sérénité pour que les citoyens puissent comprendre les enjeux réels. Je remercie également les téléspectatrices et les téléspectateurs qui nous ont suivis. Le débat sur les institutions, sur la Constitution et sur l'avenir démocratique de la République démocratique du Congo mérite d'être mené avec lucidité, respect des faits et sens de l'intérêt national. Je serai bien sûr très heureuse de revenir dans une prochaine émission pour continuer à analyser avec vous les grandes questions politiques et institutionnelles qui traversent l'actualité congolaise. Merci à vous, Marius. Je voudrais également adresser un grand merci à toute l'équipe technique qui rend cette émission possible. Merci à John Sakama à la caméra, merci à Gaëlan Gadio au son et merci à Scotty Mukungole à la réalisation. Dans une émission comme celle-ci, le travail que l'on voit à l'écran n'est possible que grâce à tout le travail discret et professionnel de la régie et de l'équipe technique. Merci à vous tous pour votre professionnalisme et à très bientôt sur le plateau avec toute l'équipe. Merci beaucoup Cocorico et un grand merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ces analyses de Cocorico nous ont permis de comprendre les enjeux, de mieux comprendre en profondeur cette question de changement, de révision de la Constitution et que nos débats désormais pourraient être animés en rapport avec ce que nous connaissons ou toute la connaissance qu'on peut avoir notamment dans des analyses comme celle que nous propose Cocorico. Donc, comme l'a dit Cocorico, au nom de toute l'équipe de Kinshasa Télévision qui était derrière la caméra, je vous dis encore un grand merci de nous avoir suivis et merci de continuer à vous abonner à notre chaîne YouTube de Kinshasa Télévision, notre page Facebook Kinshasa Télévision et c'est toujours un plaisir pour moi d'être chez vous et j'espère vous retrouver très bientôt dans un autre numéro de cette émission Cocorico. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.